L'océan Pacifique couvre plus de 165 millions de kilomètres carrés, une étendue qui dépasse la somme de toutes les masses continentales de la planète. Dans ces profondeurs coexistent des fosses qui descendent à plus de 11 kilomètres, avec des plateformes peu profondes où le corail construit des architectures de siècles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cet espace démesuré est devenu le théâtre de la confrontation navale la plus vaste et la plus meurtrière de l'histoire, et le tombeau de milliers d'embarcations qui ne sont jamais revenues au port. Entre décembre 1941 et août 1945, le théâtre du Pacifique a englouti des porte-avions, des cuirassés, des croiseurs, des destroyers, des sous-marins, des navires de transport et des embarcations de débarquement dans une proportion qu'aucune autre guerre n'avait atteinte. Les estimations les plus conservatrices situent à plus de 3000 le nombre de navires militaires coulés au cours de ce conflit, sans compter les embarcations auxiliaires ni les navires marchands. De ce total, seule une fraction a été localisée avec certitude. Le reste demeure dans les profondeurs, à des coordonnées imprécises ou directement inconnues, en attente. La nature même du combat naval dans le Pacifique a généré les conditions parfaites pour que les naufrages restent sans documentation précise. Les batailles se déroulaient à d'énormes distances de toute côte habitée, fréquemment de nuit ou dans des conditions météorologiques défavorables. Les survivants, lorsqu'il y en avait, ne pouvaient souvent pas déterminer avec exactitude leur position. Les registres militaires étaient détruits avant la capture ou se perdaient avec les navires. Les communications échouaient au moment décisif. Le résultat fut une cartographie du désastre remplie d'espaces vides que, des décennies plus tard, les historiens et les explorateurs sous-marins continuent de tenter de combler. Tous les naufrages du Pacifique ne sont pas des mystères de même nature. Certains sont des mystères de localisation. On sait avec certitude ce qui s'est produit, quand et pourquoi, mais la coque n'a pas été retrouvée. D'autres sont des mystères de circonstances. Le navire a été retrouvé, mais les conditions exactes de son naufrage contredisent la version officielle ou présentent des anomalies inexpliquées. D'autres encore sont des mystères de contenu. Le navire repose au fond, parfaitement documenté, mais ce qu'il transportait ou ce qui s'est produit à bord avant le naufrage n'a jamais été entièrement élucidé. Et il existe une quatrième catégorie, peut-être la plus troublante. Des naufrages dont l'existence même a été niée ou passée sous silence pendant des décennies jusqu'à ce que des documents déclassifiés ou des découvertes fortuites obligent à réécrire l'histoire. Le USS Indianapolis et le silence qui l'a condamné. Le croiseur lourd USS Indianapolis est probablement le naufrage le plus célèbre du Pacifique et, en même temps, l'un de ceux qui a laissé le plus de questions sans réponse dans l'histoire navale américaine. Non pas parce que son naufrage soit un mystère au sens strict, mais parce que les circonstances entourant la mort de près de 900 hommes dans les eaux infestées de requins de la mer des Philippines constituent l'un des échecs institutionnels les plus graves et les moins expliqués de toute la guerre. L'Indianapolis était un croiseur de la classe Portland, lancé en 1931, qui avait servi comme navire amiral de l'amiral Chester Nimitz pendant une partie du conflit. En juillet 1945, il reçut une mission ultra-secrète, transporter les composants de l'arme nucléaire Little Boy depuis la base de Hunters Point à San Francisco jusqu'à l'île de Tinian, dans les Mariannes. Ces composants seraient utilisés quelques semaines plus tard pour le bombardement d'Hiroshima. Le navire acheva la traversée en un temps record, livra sa cargaison le 26 juillet 1945 et partit pour les Philippines afin de poursuivre ses opérations. Dans la nuit du 30 juillet, à 0h14, le sous-marin japonais Prumam 58, commandé par le capitaine Mochitsura Hashimoto, identifia la silhouette de l'Indianapolis naviguant sans escorte en pleine mer. Hashimoto lança une salve de 6 torpilles. 2 ou 3 touchèrent leur cible. L'Indianapolis coula en environ 12 minutes avant que la majorité de l'équipage ne puisse organiser un abandon ordonné. Sur les 1195 hommes à bord, entre 800 et 900 atteignirent l'eau vivant. Ceux qui n'avaient pas de gilet de sauvetage s'agrippèrent à des débris flottants. Ceux qui en avaient flottèrent dans l'immense Pacifique sous le soleil de juillet, attendant un secours qui ne vint pas. Et c'est là que commence la dimension la plus sombre de l'affaire. L'Indianapolis n'arriva pas au port de Leyte à la date prévue, le 31 juillet. Personne n'agit.
La marine avait mis en place un système théoriquement raisonnable selon lequel les navires en transit n'avaient pas besoin d'être confirmés à leur arrivée car le trafic était si intense que les retards étaient fréquents. Mais cette politique, combinée à une série d'erreurs administratives en chaîne, fit que la disparition de l'Indianapolis ne fut détectée que le 2 août, lorsqu'un avion de patrouille anti-surface aperçut par hasard les survivants dans l'eau. 4 jours et demi s'étaient écoulés. Pendant ce temps, les requins. Les océans tropicaux profonds abritent des populations de requins océaniques à pointe blanche, une espèce particulièrement active et persistante la nuit. Les survivants, dispersés en groupe, avec très peu d'eau potable, des blessures ouvertes et dans un état d'épuisement extrême, subirent des attaques répétées. Les chiffres exacts font encore l'objet de débats entre historiens et biologistes marins, mais les témoignages des survivants sont unanimes pour décrire des nuits de terreur auxquelles aucun entraînement militaire n'avait préparé ces hommes. Sur les 800 à 900 hommes qui atteignirent l'eau, seulement 316 furent secourus vivants. Le capitaine Charles McVay III fut traduit en conseil de guerre pour ne pas avoir adopté une navigation en zigzag, une manœuvre d'évasion considérée comme standard. Le capitaine Hashimoto lui-même témoigna devant le tribunal américain que le zigzag n'aurait pas changé le résultat de l'attaque, étant donné la position de l'I-58 et les conditions de visibilité. Pourtant, McVay fut reconnu coupable. Ce fut la seule condamnation de ce type infligée à un commandant naval américain pendant toute la guerre. La décision fut largement considérée comme un bouc émissaire institutionnel et le secrétaire à la marine reconnut lui-même que la marine partageait la responsabilité du désastre. McVay fut harcelé pendant des décennies par des lettres de familles de victimes qui le tenaient personnellement pour responsable. En 1968, il se suicida dans le jardin de sa maison à Litchfield, Connecticut, tenant dans la main une figurine de marin en jouet. En 2000, le Congrès des États-Unis adopta une résolution exonérant à titre posthume McVay de toute culpabilité. La question que la résolution ne résolut pas et qui reste sans réponse satisfaisante est de savoir pourquoi la marine choisit de poursuivre un commandant au lieu d'examiner les défaillances systémiques qui laissèrent près de 900 hommes sans secours pendant plus de 4 jours en pleine opération navale active. La coque de l'Indianapolis fut localisée en août 2017 par une équipe dirigée par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, utilisant une technologie sonar à balayage latéral de dernière génération. Elle repose à 5500 mètres de profondeur dans la mer des Philippines, dans une position légèrement différente des estimations historiques. Sa découverte résolut la question de la localisation mais rouvrit toutes les autres. Les archives déclassifiées révèlent que plusieurs officiers savaient avant que l'alarme ne soit donnée que quelque chose n'allait pas avec l'Indianapolis et que la décision de ne pas agir résulta d'une chaîne d'inertie bureaucratique dont l'origine exacte n'a pas été documentée avec une transparence totale. Le Yamato et les secrets de la bête d'acier. Le cuirassé Yamato était, au moment de sa construction, le plus grand et le mieux armé des navires de guerre ayant jamais navigué sur les mers dans toute l'histoire humaine. Avec un déplacement de 72 000 tonnes en charge complète, 9 canons de 46 cm capables de tirer des projectiles de plus de 1400 kg à des distances supérieures à 40 km et un blindage en acier allant jusqu'à 650 mm aux points les plus protégés, le Yamato représentait le sommet d'une doctrine navale que la guerre elle-même allait déclarer obsolète. La marine impériale japonaise construisit le Yamato et son jumeau le Musashi dans un secret quasi absolu durant les années 30. Les installations du chantier naval de Kure, où le Yamato fut assemblé, furent entourées de toiles de jute pour empêcher l'observation depuis l'extérieur. Les ouvriers signèrent des accords de confidentialité exceptionnellement stricts pour l'époque. Même au sein de la marine, la connaissance des dimensions réelles et des spécifications techniques du navire était compartimentée. Cette obsession du secret, compréhensible d'un point de vue stratégique, engendra également une couche de mystère qui perdura des décennies après le naufrage. Le Yamato fut coulé le 7 avril 1945 dans ce que la marine impériale appela l'opération Tengo, une attaque suicide sans retour conçue pour intercepter l'invasion américaine d'Okinawa. Le plan était que le Yamato, accompagné de 9 navires d'escorte, atteigne les plages d'Okinawa, s'échoue délibérément et combatte depuis une position fixe comme batterie côtière jusqu'à être détruit, tandis que son équipage combattait à terre comme infanterie de marine.
Le navire partit avec juste assez de carburant pour le voyage aller. La flotte japonaise fut détectée par les sous-marins et avions de reconnaissance américains presque dès son départ du détroit de Bungo. Le 7 avril, à 12h32, commença l'attaque combinée de plus de 380 avions embarqués des flottes de l'amiral Mark Mitcher. Le Yamato reçut entre 10 et 12 impacts de torpilles et au moins 6 bombes de gros calibre au cours de 2 heures. Les inondations asymétriques générèrent un roulis progressif que l'équipage tenta de compenser en ouvrant les compartiments étanches de l'autre côté, ce qui accéléra le naufrage au lieu de le stopper. À 14h23, le Yamato chavira et coula. Quelques minutes plus tard, l'une de ses soutes à munitions explosa dans une déflagration visible depuis la terre à plus de 200 km de distance. Sur un équipage de 3332 hommes, 276 survécurent. Le Yamato repose à environ 340 mètres de profondeur dans la mer de Chine orientale, fendue en deux par l'explosion à environ 200 km au sud-ouest de Kagoshima. La coque fut localisée en 1985 lors d'une expédition japonaise et a été filmée et documentée extensivement depuis. Mais le mystère du Yamato n'est pas sa localisation, c'est ce qu'il transportait à son bord lorsqu'il a coulé. Depuis les années 50 circulent des versions, soutenues par d'anciens officiers de la marine impériale et par des chercheurs indépendants, selon lesquels le Yamato avait été chargé avant sa dernière mission d'une quantité significative d'or et d'objets de valeur provenant des territoires occupés par le Japon en Asie du Sud-Est. La théorie s'accorde avec le contexte. Au printemps 1945, la défaite japonaise étant déjà évidente pour le haut commandement, diverses factions au sein du gouvernement et de l'armée auraient tenté de sauver des réserves de valeur en les envoyant hors de portée de l'occupation alliée imminente. Le Yamato, dans une mission sans retour, aurait été considéré comme un vecteur idéal. S'il coulait, le trésor restait dans des eaux où personne ne pourrait le récupérer. S'il atteignait Okinawa, les chefs militaires ayant organisé l'envoi disposeraient de ressources pour une résistance prolongée. Les archives déclassifiées par le gouvernement japonais des décennies après le conflit ne mentionnent aucun chargement spécial à bord du Yamato. Mais ces mêmes archives présentent des lacunes notables dans les jours immédiatement précédant le départ du navire et plusieurs témoignages de survivants recueillis dans les années 70 et 80 font référence à des caisses scellées embarquées dans les heures précédant le départ sans que l'équipage général soit informé de leur contenu. Aucune expédition officielle sur la coque n'a inclus à ce jour une inspection systématique des espaces de chargement intérieurs. La profondeur de 340 mètres est accessible aux sous-marins d'exploration moderne, mais les autorités japonaises ont désigné l'épave comme tombe de guerre protégée. Le Musashi et la bataille de la mer de Shibuyan. Le jumeau du Yamato, le cuirassé Musashi, fut coulé le 24 octobre 1944 lors de la bataille du golfe de Leyte, dans ce qui constitua l'attaque aéronavale la plus concentrée jamais dirigée contre un seul navire de guerre dans toute l'histoire navale. Le chiffre de 19 torpilles et 17 bombes, souvent cité, reste débattu par les historiens, mais l'ampleur des impacts nécessaires pour couler le Musashi témoigne de la formidable résistance que sa construction lui conférait. Ce qui rend le Musashi particulièrement intéressant n'est pas son naufrage en lui-même, parfaitement documenté du côté américain, mais le fait que sa localisation exacte resta un mystère pendant 7 décennies. Les survivants furent secourus par des navires japonais et leurs témoignages sur la position du naufrage étaient incohérents. Les Américains eux-mêmes, disposant des rapports de combat des pilotes attaquants, produisaient des estimations divergentes de plusieurs dizaines de kilomètres. La mer de Shibuyan, dans l'archipel philippin, est une étendue d'eau de grande superficie et de profondeur variable, ce qui rendait les recherches extrêmement difficiles. Pendant des décennies, le Musashi fut l'un des grands naufrages non localisés de la guerre. Cette situation prit fin en mars 2015, lorsque Paul Allen annonça la découverte de la coque à plus de 1300 mètres de profondeur dans la mer de Shibuyan, après plusieurs années de recherche avec des équipements d'exploration sous-marine de dernière génération. Les images publiées montraient des fragments indubitables de la coque, y compris les canons caractéristiques de 46 cm. La découverte résolut la question de la localisation, mais en souleva d'autres. Les fragments dispersés de la coque posaient des questions sur la séquence exacte du naufrage que les rapports de combat ne clarifièrent pas complètement. Et, comme pour le Yamato,
les questions concernant la cargaison refirent surface. Le Musashi avait participé activement à des opérations en Asie du Sud-Est, y compris le transport de matériaux stratégiques, et plusieurs chercheurs notèrent que les manifestes de cargaison pour son dernier voyage présentaient des divergences avec les registres de fourniture connus. L'histoire du Musashi illustre également une dimension particulièrement déconcertante des naufrages du Pacifique. La rapidité avec laquelle les documents pouvaient se fragmenter ou disparaître. La marine impériale japonaise détruisit systématiquement les documents opérationnels dans les jours précédents et suivant la reddition d'août 1945. Les documents ayant survécu furent saisis par les autorités d'occupation américaines et restèrent classifiés pendant des années. Lorsqu'ils furent finalement déclassifiés et accessibles aux chercheurs, on découvrit qu'une proportion significative des archives de la guerre navale dans le Pacifique avait tout simplement cessé d'exister. Le USS Grunion et le mystère du sous-marin perdu. Parmi tous les naufrages mystérieux du Pacifique, celui du sous-marin USS Grunion occupe une place particulière car sa résolution, partielle et tardive, est survenue de la manière la plus inattendue. À travers des décennies d'enquêtes menées par la famille du commandant du navire et grâce à une série de coïncidences que les enquêteurs professionnels auraient jugées improbables. Le Grunion était un sous-marin de classe Gato, mis en service en avril 1942. C'était un navire neuf, avec un équipage bien entraîné, sous le commandement du capitaine Manert Abel, un officier considéré comme brillant par ses supérieurs. En juillet 1942, le Grunion reçut l'ordre de patrouiller dans les eaux autour des îles Aléoutiennes, où les Japonais avaient établi des positions à Attu et Kiska, la seule occupation de territoire américain pendant toute la guerre. Le Grunion envoya plusieurs messages radio signalant des contacts avec l'ennemi et des attaques contre des navires japonais. Le dernier message fut reçu le 30 juillet 1942. Ensuite, silence. La marine déclara le Grunion disparu en action et, avec le temps, le déclara perdu, sans aucune explication satisfaisante des circonstances. Les théories se multiplièrent. Mine japonaise, contre-attaque anti-sous-marine, accident de plongée, naufrage par ses propres torpilles. Cette dernière possibilité n'était pas aussi extravagante qu'elle pourrait paraître. Le torpille Mark XIV, modèle standard des sous-marins américains au début de la guerre, était célèbre pour ses problèmes de fonctionnement. Elle avait des détonateurs défectueux, avait tendance à naviguer plus profondément que la profondeur programmée et dans certains cas se comportait de manière erratique, décrivant de larges cercles et revenant vers le sous-marin qui l'avait tiré. Les fils du capitaine Abel, Manert Jr., Bruce et Brad, n'acceptèrent jamais le silence officiel. Plusieurs décennies après la guerre, une fois adultes, ils entreprirent une enquête systématique combinant la consultation d'archives déclassifiées et des interviews de pêcheurs et d'habitants des Aléoutiennes. En 2006, un pêcheur aléoutien leur informa que ses filets avaient heurté à plusieurs reprises un objet volumineux dans une zone spécifique du fond marin, près de l'île Kiska. Les frères Abel organisèrent une expédition avec un véhicule sous-marin télécommandé et retrouvèrent la coque du Grunion à 274 mètres de profondeur. La découverte était extraordinaire, mais ce qu'ils trouvèrent sur la coque ouvrit une nouvelle couche de mystère. La proue du sous-marin présentait des dommages cohérents avec un impact venant de l'intérieur, ce qui suggérait fortement que le Grunion avait été coulé par l'une de ses propres torpilles qui avait décrit un retour en boucle. Les archives de la marine, réexaminées à la lumière de cette découverte, révélèrent que des rapports de problèmes similaires avec le torpille Mark XIV avaient été reçus durant la même période. Des rapports qui avaient été supprimés ou ignorés pour des raisons que les documents n'éclaircissent pas complètement. L'histoire du Grunion comporte une dimension supplémentaire de rare singularité. Bien après la découverte de la coque, les frères Abel retracèrent l'histoire du I-25, un sous-marin japonais qui opérait dans les Aléoutiennes pendant la même période que le Grunion. Les archives japonaises indiquaient que le Pi-25 avait participé à un affrontement avec un sous-marin ennemi en juillet 1942, à une position compatible avec la dernière position connue du Grunion. Le membre d'équipage japonais qui enregistra cette rencontre décrivit avoir vu une explosion pouvant être interprétée comme la détonation d'une torpille aberrante.
La séquence exacte de ce qui s'est passé dans les eaux aléoutiennes ce 30 juillet 1942 ne peut encore être reconstruite avec certitude totale. Chuuk Lagon est la ville fantôme du fond marin. L'atoll de Chuuk, connu pendant la guerre sous son nom japonais Truk, était la principale base navale de la marine impériale japonaise dans le Pacifique central. Protégée par un lagon aux eaux calmes avec un périmètre de récifs coralliens servant de défense naturelle, la base de Truk abritait des arsenaux, des ateliers de réparation, des dépôts de carburant et une flotte considérable de navires de soutien. Les Américains l'appelaient le Gibraltar du Pacifique. Les 17 et 18 février 1944, l'opération Hailstone lança une attaque massive de l'aviation embarquée qui coula dans le lagon de Truk plus de 40 navires marchands et de soutien japonais, ainsi que plusieurs destroyers, et détruisit sur terre ou dans les airs environ 250 avions. Ce fut un coup dévastateur pour la logistique japonaise dans le Pacifique central. Les navires coulèrent dans des eaux relativement peu profondes du lagon, entre 15 et 70 mètres de profondeur, et y restèrent. Ce qui s'est passé ensuite avec les navires coulés à Truk est l'un des chapitres les plus fascinants de l'archéologie sous-marine du Pacifique. Avec le temps, le lagon est devenu l'un des sites de plongée les plus extraordinaires au monde. Un musée naturel où les navires sont restés figés dans le temps. Les récifs coralliens ont colonisé les coques pendant des décennies. Les poissons tropicaux nagent à travers les écoutilles et les couloirs. Les cargaisons de munitions restent empilées dans les cales exactement comme elles ont été stockées. Dans plusieurs navires, les squelettes des membres d'équipage qui n'ont pas pu s'échapper gisent au poste où le naufrage les a surpris. Le Fujikawa Maru, un cargo de 132 mètres, est peut-être le plus photographié. Sa cale avant contient des avions de combat zéro déballés, des pièces de rechange non déballées, prêtes à être assemblées. Le Sankisan Maru transportait des munitions d'artillerie, des torpilles et des lance-flammes. Tout cela visible pour tout plongeur descendant dans ses cales. Le Shinkoku Maru était un navire-citerne reconverti qui conserve encore sa salle des opérations intacte, avec les instruments chirurgicaux disposés sur les tables comme si les chirurgiens venaient de la quitter. Mais le lagon de Truk abrite également des mystères qui dépassent l'archéologie sous-marine spectaculaire. Plusieurs des navires coulés n'ont pas été identifiés avec certitude. Leurs manifestes de cargaison, s'ils existaient, ont été perdus. Et au moins 2 coques présentent des dommages que les chercheurs n'ont pas pu attribuer avec certitude à l'attaque de février 1944. Les marques d'impact suggèrent des attaques ultérieures, ou possiblement des sabotages internes, pour lesquels il n'existe aucun enregistrement documentaire. Le cas le plus déconcertant est celui d'un navire identifié provisoirement comme le Nippo Maru, qui contient dans ses cales une combinaison d'équipements militaires inhabituels, chars légers, pièces d'artillerie, munitions de calibres divers et, dans ce qui semble être un espace séparé et renforcé de la coque, un certain nombre de bidons scellés dont le contenu original est inconnu. Les analyses chimiques réalisées par des chercheurs ayant accédé au navire dans les années 1980 n'ont pas été concluantes. Depuis lors, circule la théorie selon laquelle le Nippo Maru transportait des agents chimiques, possiblement du gaz moutarde, que le Japon maintenait comme réserve stratégique dans ses bases du Pacifique central. La documentation disponible ne le confirme ni ne l'infirme. Le Prince de Galles et le Repulse ou la fin d'une ère. Le 10 décembre 1941, 3 jours après Pearl Harbor, les cuirassés britanniques HMS Prince of Wales et HMS Repulse furent coulés par des avions torpilleurs japonais au large des côtes de la Malaisie britannique. Ce fut la première fois dans l'histoire que des navires de guerre en mouvement sans appui aérien propre furent coulés exclusivement par des attaques aériennes. La nouvelle secoua tous les états-majors navals du monde avec une violence que rien n'avait pu totalement anticiper. Le Prince of Wales était l'un des navires les plus modernes de la Royal Navy, un cuirassé de la classe King George V mis en service à peine en 1940 qui avait participé au naufrage du Bismarck seulement 7 mois plus tôt. Le Repulse était un croiseur de bataille de la Première Guerre mondiale, plus ancien mais modernisé. Ensemble, ils formaient la Force Z envoyée à Singapour pour dissuader le Japon de tenter des opérations amphibies en Malaisie britannique. Sans escorte de porte-avions, sans couverture aérienne adéquate, naviguant dans des eaux que l'aviation japonaise avait transformées en zones d'opérations actives.
L'amiral Tom Phillips, commandant de la force Z, reçut la nouvelle de débarquement japonais à Kota Baru et décida d'intercepter les convois ennemis avec la force Z. Il renonça à demander une couverture aérienne afin de conserver l'effet de surprise. Les escadrilles de bombardiers torpilleurs Mitsubishi G, 3M et G, 4M de la 22e flottille aérienne, basées en Indochine française, localisèrent la force britannique le 10 décembre au matin. Ce qui suivit fut une attaque systématique digne d'un manuel. Les avions japonais coordonnèrent leurs assauts pour saturer simultanément les défenses anti-aériennes des deux navires. Le Repulse reçut au moins 5 torpilles et coula en moins de 15 minutes. Le Prince of Wales, touché par des impacts ayant endommagé ses hélices et son système de gouvernail, mit un peu plus de temps à sombrer. L'amiral Phillips et le capitaine Leach périrent avec le navire. Les coques reposent à environ 68 mètres de profondeur au large des côtes de Malaisie, dans la mer de Chine méridionale, à environ 50 milles nautiques à l'est de Kuantan. Elles constituent une tombe de guerre protégée par la législation britannique et malaise. Elles ont été visitées par des plongeurs depuis les années 60, et pendant ce temps, plusieurs anomalies sont apparues que les registres de combat n'expliquent pas totalement. L'anomalie la plus persistante concerne les munitions d'artillerie du Prince of Wales. Les inventaires effectués par des plongeurs lors de diverses expéditions révèlent une quantité de projectiles de gros calibre notablement inférieure à celle qui devrait correspondre à un navire en pleine dotation de combat. Plusieurs explications rationnelles ont été proposées. Certains projectiles auraient pu être redistribués à d'autres unités avant le départ de Singapour, ou l'inventaire initial aurait pu être incorrect. Mais aucune de ces explications n'a été vérifiée de manière documentaire et les archives de la Royal Navy correspondant à cette période spécifique présentent des lacunes que les chercheurs ont signalées à plusieurs reprises. Il existe également le mystère du coffre en acier trouvé sur le pont du Prince of Wales par des plongeurs malaisiens dans les années 70. Le coffre fut extrait et remonté à la surface, où il fut déterminé qu'il était vide mais qu'il avait contenu, à en juger par les résidus des scellés, des documents scellés. Il n'existe aucun enregistrement des documents transportés par le Prince of Wales lors de son dernier voyage, au-delà de la documentation opérationnelle standard. L'amiral Phillips portait des informations hautement confidentielles sur les plans défensifs alliés dans le Pacifique Sud-Ouest, mais si ces informations se trouvaient dans ce coffre spécifique, ou si le coffre avait un autre usage, les archives ne le précisent pas. L'or du Pacifique est la légende du trésor Yamashita. Aucun mystère de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique n'a généré autant d'expéditions, de livres, de théories du complot et de victimes collatérales que le soi-disant trésor Yamashita. Pendant des décennies, des chercheurs de trésors du monde entier ont creusé aux Philippines, plongé dans les eaux environnantes et dépensé des fortunes à la recherche de ce qui pourrait être la plus grande concentration de richesses pillées de l'histoire moderne ou simplement une légende née de rumeurs d'après-guerre. Le général Tomoyuki Yamashita, surnommé le Tigre de Malaisie pour sa campagne en Malaisie britannique de 1940 et 1 à 1942, fut le commandant japonais aux Philippines durant les derniers mois de la guerre. La théorie du trésor soutient que le Japon concentra aux Philippines, pendant la seconde moitié de la guerre, d'énormes quantités d'or, d'argent, de pierres précieuses, d'objets d'art et d'autres valeurs pillées en Chine, en Corée, en Indochine française, en Birmanie, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et aux Philippines, tout au long de son expansion impériale. Ces richesses auraient été enterrées ou immergées dans des centaines de localisations différentes à mesure que la défaite devenait inévitable, avec l'intention de les récupérer après la guerre pour financer la reconstruction japonaise ou, selon des versions plus sombres, pour alimenter des fonds noirs au service d'intérêts politiques spécifiques. La base historique du trésor Yamashita n'est pas entièrement fictive. Il est documenté que le Japon a extrait des ressources de grande valeur des territoires occupés. Le soi-disant mécanisme Naranjal, étudié par le procureur général du département de la justice des États-Unis dans les années 1990 à partir de documents déclassifiés, décrivait un système organisé de pillage qui aurait concentré à Singapour, puis transféré par bateau, des volumes de métaux précieux véritablement extraordinaires. Certains de ces navires furent coulés par des sous-marins américains dans la mer de Chine méridionale et dans le Pacifique occidental. D'autres, selon les documents, arrivèrent aux Philippines.
Le problème avec le trésor Yamashita est que chaque couche d'enquête produit davantage d'incertitudes plutôt que de certitudes. Rogelio Roxas, un serrurier philippin, affirma dans les années 1970 avoir trouvé dans les montagnes de Bangui une statue de Bouddha en or massif de plus d'1 mètre de haut et plusieurs caisses de pièces d'or, et avoir été arrêté et dépouillé de sa découverte par des agents du gouvernement de Ferdinand Marcos. Roxas mourut en 1993 sans que son histoire puisse être complètement vérifiée, bien qu'un tribunal d'Hawaï ait statué en sa faveur en 1996 dans un procès pour dommages et intérêts contre le patrimoine de Marcos, reconnaissant implicitement la crédibilité de son témoignage. Le régime de Ferdinand Marcos effectua des fouilles systématiques et secrètes dans plusieurs localisations philippines durant les années 1970 et 1980. Les documents internes du régime, partiellement divulgués après la chute de Marcos en 1986, mentionnent des découvertes de métaux précieux dans plusieurs de ces fouilles. La quantité totale récupérée, si les chiffres de ces documents sont fiables, s'élève à des milliers de tonnes d'or. La Banque centrale des Philippines enregistre des volumes de réserve que certains chercheurs jugent incohérents avec les sources documentées d'or du pays, mais la comptabilité gouvernementale n'est pas en soi une preuve de quoi que ce soit. La dimension nautique du mystère se superpose à la dimension terrestre. Plusieurs des navires japonais coulés aux Philippines par l'aviation et la marine américaine en 1944 et 1945 figurent dans les documents japonais comme transportant des matériaux spéciaux à destination inconnue. L'Awa Maru, coulé par le sous-marin USS Queenfish le 1er avril 1945 dans le détroit de Taïwan, est peut-être le cas le mieux documenté. Le navire naviguait sous garantie de sauf-conduit allié, supposément transportant des fournitures de la Croix-Rouge pour les prisonniers de guerre. Mais les dimensions du navire, son poids au moment du naufrage selon les enregistrements sismiques approximatifs et les témoignages de survivants concernant des caisses scellées chargées quelques heures avant le départ de Singapour, suggèrent que l'Awa Maru transportait autre chose que des fournitures humanitaires. La Chine réclama formellement le navire dans les années 1980 et réalisa une expédition de récupération qui trouva des objets d'art d'origine chinoise et des preuves d'autres matériaux qui n'ont jamais été complètement inventoriés. Les sous-marins de classe, un japonais et les mystères de leur dernière mission. Les sous-marins de classe, un de la marine impériale japonaise, étaient, au moment de leur construction, parmi les plus grands et les plus performants au monde. Avec un déplacement en surface de 2000 à 6000 tonnes selon le sous-type, une autonomie pour des missions transocéaniques de plusieurs mois, et dans plusieurs cas un hangar pour 1 ou 2 hydravions de reconnaissance, les E-Class représentaient une philosophie navale radicalement différente de celle des autres puissances. Plusieurs de ces sous-marins ont effectué des missions dont la nature exacte reste objet de débats historiques. L'I-52, un sous-type de transport, fut coulé par des avions du porte-avions USS Bogg le 23 juin 1944 dans l'Atlantique central, lors d'un voyage allé vers l'Europe, transportant une cargaison pour l'échange technologique avec l'Allemagne. Les registres de la marine impériale et les documents capturés après la guerre établissent que l'I-52 transportait 2,2 tonnes d'or sous forme de lingots, destinés au paiement de technologies allemandes, principalement liées au système de radar et de propulsion. La coque fut localisée en 1995 à plus de 5000 mètres de profondeur dans l'Atlantique. Les expéditions d'exploration confirmèrent la présence de lingots d'or dans la zone d'impact, bien qu'aucune opération de récupération n'ait été menée à terme. Dans le Pacifique, l'I-8 réalisa en 1943 le voyage transocéanique le plus long effectué par un sous-marin japonais jusqu'alors, atteignant la France occupée. Les registres de ce voyage, déclassifiés des décennies plus tard, mentionnent des technologies de guidage de torpilles et des plans de conception d'avions comme partie de la cargaison de retour, mais aussi des listes de matériaux catalogués comme divers et urgents dont les détails restent dans des sections encore classifiées ou endommagées des archives. L'I-8 fut coulé en mars 1945 par des destroyers américains près d'Okinawa. Sa coque repose dans des eaux relativement accessibles, mais n'a jamais été explorée en détail. Le cas le plus troublant des sous-marins de classe 1 est celui de l'I-400 et de l'I-401, les soi-disant Sentoku ou sous-marins porte-avions,
les plus grands sous-marins construits avant l'ère nucléaire. Avec 122 mètres de long et une capacité pour 3 avions d'attaque Aichi M6 à Seiran, ils étaient conçus pour mener des attaques à distance contre des villes côtières des États-Unis et du Panama, y compris le canal. La mission pour laquelle ils furent construits ne fut jamais exécutée. À mesure que la situation japonaise se détériorait, leurs ordres furent modifiés à plusieurs reprises. Lorsque le Japon se rendit en août 1945, les AE-400 et AE-401 furent capturés par la marine des États-Unis. Les 2 sous-marins furent transportés à Hawaï et soumis à une étude technique exhaustive qui produisit des rapports de classification maximale. Les ingénieurs navals américains furent impressionnés par plusieurs solutions techniques sans équivalent dans les conceptions occidentales. En janvier 1946, les 2 sous-marins furent coulés délibérément par la marine américaine au large des côtes d'Oahu, apparemment pour éviter que les soviétiques puissent les inspecter. Alors que la tension avec l'URSS commençait à se manifester même avant la fin officielle des hostilités. L'I-401 fut localisé en 2005 à 270 mètres de profondeur. L'I-400 fut localisé en 2013. Les 2 coques présentent des modifications par rapport à leurs plans de conception originaux que les chercheurs attribuent aux inspections techniques de 1945 et 1946, mais les rapports détaillés de ces inspections restent classifiés dans les archives navales des États-Unis. Bataan et les navires de transport de prisonniers. Parmi les chapitres les plus sombres de la guerre dans le Pacifique figure le transport maritime de prisonniers de guerre alliés sur des navires japonais que les Alliés eux-mêmes, à leur insu, ont coulés avec leurs sous-marins et avions. Les soi-disant navires de l'enfer, Hell Ships en anglais, transportèrent des dizaines de milliers de prisonniers américains, britanniques, australiens, néerlandais et philippins depuis les Philippines, Singapour, les Indes néerlandaises et d'autres territoires occupés vers le Japon, la Corée et la Chine, où ils seraient employés comme main-d'œuvre forcée. Les navires de transport de prisonniers n'étaient pas marqués comme tels. Ils ne portaient pas la signalisation de la Croix-Rouge. Ils voyageaient fréquemment en convoi militaire. Les prisonniers étaient entassés dans les cales dans des conditions de chaleur extrême et de manque d'oxygène. Et lorsque les sous-marins et l'aviation alliée les attaquaient, ils ne savaient pas qu'ils coulaient leurs propres compatriotes. L'Oryoku Maru fut coulé le 15 décembre 1944 devant la base navale de Subic Bay aux Philippines par des avions du USS Hornet, qui attaquèrent le convoi en croyant qu'il s'agissait d'un transport de troupes. Le navire transportait 1619 prisonniers américains dans ses cales, dont au moins 270 moururent lors de l'attaque et dans les heures suivantes dans l'eau. Les survivants furent transférés sur 2 autres navires, l'Enura Maru et le Brazil Maru, qui furent également attaqués. Au total, sur les 1619 prisonniers, 450 arrivèrent au Japon. Le cas le plus meurtrier fut celui du Junyo Maru, coulé le 18 septembre 1944 par le sous-marin HMS Tradewind dans le détroit de Sunda, au large de la côte de Sumatra. Le navire transportait 2200 prisonniers de guerre alliés et 4200 travailleurs forcés javanais. Entre 5620 et 5640 personnes périrent, faisant de ce naufrage le plus meurtrier de toute la guerre, dépassant même le Gustloff dans l'Atlantique. Les commandants du sous-marin britannique n'avaient aucun moyen de savoir ce que le navire transportait. Les coques de ces navires représentent une catégorie de mystère différente de celle des navires militaires. Leurs positions sont dans de nombreux cas connus, avec une précision suffisante, et leurs circonstances de naufrage sont documentées des 2 côtés. Le mystère qui entoure les Hell Ships est d'une nature différente. Celui des registres qui n'ont jamais été tenus, de ceux qui ont été détruits délibérément, et de celui des responsabilités jamais examinées judiciairement avec la profondeur que l'ampleur de la souffrance aurait exigée. Les archives japonaises concernant l'emplacement exact des tombes sous-marines de beaucoup de ces navires et sur les noms complets de tous les prisonniers qu'ils transportaient restent fragmentaires. Il existe également le cas du Montevideo Maru, un navire japonais coulé par le sous-marin USS Sturgeon le 1er juillet 1942 devant les Philippines. Le Montevideo Maru transportait 1053 prisonniers australiens, civils et militaires, capturés à Rabaul.
Ce fut le naufrage le plus meurtrier pour l'Australie dans toute l'histoire de ses forces armées. Pendant des décennies, les familles australiennes ne surent pas avec certitude le sort de leurs proches. La coque fut localisée en 2023 par une expédition australienne à 4000 mètres de profondeur, à environ 100 km au nord de Luzon. Cette localisation mit fin à des décennies d'incertitude pour les descendants des victimes, mais les registres exacts de qui se trouvait à bord et les circonstances précises des derniers moments ne sont reconstitués que partiellement à partir de documents survivants dispersés dans plusieurs archives. Les batailles nocturnes du détroit de Guadalcanal. Le canal d'eau entre l'île de Guadalcanal et celle de Florida, dans les îles Salomon, que les Américains appelèrent Iron Bottom Sound, le canal du fond de fer, est le plus grand cimetière naval concentré de toute la Seconde Guerre mondiale. Dans ce détroit de seulement 48 km de longueur et 20 de largeur, plus de 40 navires de combat et des dizaines de navires de transport coulèrent entre août 1942 et février 1943 lors d'une série de batailles nocturnes qui constituèrent certains des engagements navals les plus violents et les plus confus de l'histoire. La campagne de Guadalcanal commença avec le débarquement américain du 7 août 1942 et déclencha immédiatement une lutte pour les approvisionnements, principalement menée de nuit. Les Japonais organisèrent des convois rapides de destroyers, les soi-disant Tokyo Express, qui profitaient de l'obscurité pour acheminer renforts et fournitures à leurs troupes à terre. La marine américaine tentait de les intercepter. Le résultat fut une série de batailles navales nocturnes d'une violence et d'une confusion extraordinaires, où les radars primitifs des deux camps, l'obscurité, les erreurs d'identification et la fureur du combat créaient des situations où des navires d'un même camp pouvaient s'ouvrir le feu entre eux sans le savoir. La bataille du Cap Espérance, la première et la seconde bataille navale de Guadalcanal, la bataille de Tassafaronga, chacune de ces actions laissa des navires au fond de l'Iron Bottom Sound, certains de manière si abrupte qu'il n'y eut pas le temps de transmettre leur position, l'état du navire ou le nombre de survivants. Lorsque la bataille se terminait, souvent à l'aube, le camp victorieux recueillait ses survivants sous le feu des avions et disposait de peu de temps et de moyens pour secourir ceux de l'ennemi. L'USS Juno est l'un des naufrages les plus connus d'Iron Bottom Sound, bien qu'il se soit techniquement produit un peu plus au sud du détroit principal. Le croiseur léger fut coulé le 13 novembre 1942 par une torpille japonaise qui fit exploser sa soute à munitions. Le navire se coupa en deux et coula en 20 secondes. Sur un équipage de 700 hommes, 115 atteignirent l'eau vivant. Les navires environnants, menacés par de nouvelles attaques sous-marines, ne s'arrêtèrent pas pour les secourir. 8 jours plus tard, un hydravion Catalina localisa les survivants. Il n'en restait plus que 10. Parmi les morts se trouvaient 5 frères de la famille Sullivan, la plus grande perte subie par une seule famille américaine pendant toute la guerre. La position exacte de la coque fut débattue pendant des décennies, car les documents du jour enregistraient la position de manière incohérente. Différents navires, ayant observé le naufrage, rapportèrent des coordonnées qui diffèrent de plusieurs kilomètres. Iron Bottom Sound abrite également des navires dont l'identification exacte reste non résolue. Les plongeurs opérant dans la zone depuis les années 50 ont trouvé des coques qui ne correspondent pas de manière certaine à aucun des navires listés dans les sources historiques connues. Certains pourraient être de petits navires, des barges de débarquement ou des navires auxiliaires dont les registres de naufrage n'ont jamais été tenus avec précision. D'autres pourraient être des navires dont l'identité fut délibérément obscurcie dans les documents officiels pour des raisons opérationnelles désormais impossibles à reconstruire. Et il existe au moins un cas, une grande coque non identifiée à environ 35 mètres de profondeur, dont les dimensions et la configuration ne correspondent à aucun navire dont le naufrage dans l'Iron Bottom Sound soit documenté. La technologie de la recherche et les limites de la connaissance. Les 20 dernières années ont radicalement transformé la capacité de localiser et d'explorer les naufrages dans les profondeurs du Pacifique. La combinaison de sonars à balayage latéral haute résolution, de véhicules sous-marins autonomes capables d'opérer à des profondeurs de plusieurs milliers de mètres, et de techniques de photogrammétrie tridimensionnelle a permis de trouver des coques que aucune technologie antérieure n'aurait pu localiser. Et pourtant, le nombre de naufrages dans le Pacifique dont la position reste inconnue demeure énorme.
Le principal obstacle n'est plus technologique mais géographique. Le Pacifique est vaste à une échelle que la plupart des gens ne parviennent pas à visualiser vraiment. Une recherche avec sonar à balayage latéral, même avec l'équipement le plus avancé disponible, couvre une bande de terrain qui, dans les meilleures conditions, peut mesurer plusieurs kilomètres de largeur. Pour couvrir une zone de recherche de 100 km² en eau profonde, il faut plusieurs jours d'opération continue. Et l'incertitude sur la position de nombreux naufrages s'étend sur des dizaines, parfois des centaines de kilomètres carrés. La deuxième difficulté est la préservation documentaire. L'incendie des archives de la marine impériale japonaise en août 1945 détruisit une énorme fraction des registres opérationnels de la guerre navale. Les archives qui survécurent et furent capturées par les Alliés restèrent classifiées pendant des décennies. Et lorsqu'elles furent déclassifiées et traitées, on découvrit que beaucoup contenaient des informations fragmentaires ou incomplètes qui ne permettaient pas de déterminer les positions exactes des naufrages. Le troisième facteur est politique et juridique. Une proportion significative des naufrages du Pacifique est protégée par la législation sur les tombes de guerre de plusieurs pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et plusieurs États insulaires du Pacifique. Ces lois interdisent la perturbation des coques et, dans certains cas, même la plongée à proximité. Le but humanitaire de ces restrictions est évident et incontestable. Les navires sont des tombes et les lois sur les tombes de guerre reflètent une considération fondamentale envers les défunts. Mais l'effet secondaire est que certains des mystères les plus importants de la guerre ne pourront être résolus sans une décision politique autorisant des inspections que les États concernés ont jusqu'à présent refusé de prendre. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ont commencé à être appliqués à l'analyse des archives historiques du Pacifique, traitant des documents en plusieurs langues et croisant des références qu'aucun chercheur individuel ne pourrait croiser manuellement au cours d'une vie de travail. Les premiers résultats sont prometteurs. L'analyse algorithmique des archives japonaises déclassifiées identifia en 2021 des divergences dans les registres de position du croiseur Aguro, ce qui conduisit les chercheurs à revoir la recherche de sa coque avec de nouvelles coordonnées. Le navire n'a pas encore été localisé, mais les probabilités de le trouver ont augmenté. La technologie de l'ADN environnemental qui extrait du matériel génétique de l'eau de mer pour identifier des espèces et, dans le contexte des naufrages, pour détecter des traces organiques de restes humains, est en phase expérimentale pour des applications en archéologie sous-marine. Si cette technique arrive à maturité, elle pourrait permettre d'identifier si certaines coques contiennent des restes humains sans avoir besoin de les pénétrer physiquement, ce qui faciliterait la prise de décision entre exploration et préservation dans des cas éthiquement délicats. Le mystère du PT-109 est ce que cache le fond marin. Le torpilleur PT-109 est entré dans l'histoire le 2 août 1943, lorsque le destroyer japonais Amagiri l'a coupé en deux dans le détroit de Blackett, aux îles Salomon, tuant 2 de ses 13 membres d'équipage et laissant le lieutenant John F. Kennedy et les 11 survivants nager 4 km jusqu'à l'île la plus proche. L'histoire de survie qui a suivi, avec Kennedy traînant un marin blessé pendant des heures, et le sauvetage éventuel grâce à un message gravé sur une coque de noix de coco et remis par des autochtones des Salomon à une patrouille alliée, est l'un des épisodes les plus célèbres de la guerre dans le Pacifique. Ce qui est moins connu, c'est que la coque du PT-109 a été perdue pendant des décennies. En 2002, une expédition de la National Geographic Society a localisé ce que l'on croyait être la coque à 1220 mètres de profondeur dans le détroit de Blackett. Les images montraient les tubes lance-torpilles caractéristiques d'un torpilleur de la série PT. Cependant, les analyses ultérieures ont soulevé des doutes sur le fait que la coque corresponde effectivement au PT-109 ou à un autre des nombreux torpilleurs coulés dans la même zone pendant la campagne des Salomon. Le problème d'identification illustre une difficulté récurrente en archéologie des naufrages du Pacifique. Les navires d'un même type ou d'une même classe sont physiquement presque identiques et la dégradation de plusieurs décennies sous l'eau efface les marques d'identification les plus évidentes. Le PT-109 n'était pas le seul. Des dizaines de torpilleurs du même modèle ont été coulés dans les Salomon. Et la documentation sur les positions exactes de ces naufrages, au milieu d'opérations nocturnes fréquentes, est notoirement imprécise.
L'autre mystère mineur entourant le PT-109 concerne les 2 marins morts lors de l'impact. Andrew Kirksey et Harold Marney ont disparu lorsque le destroyer japonais a coupé le torpilleur. Leurs corps n'ont jamais été récupérés. Si la coque localisée en 2002 est réellement le PT-109, les restes de ces 2 hommes pourraient encore se trouver à l'intérieur, à plus de 1000 mètres de profondeur. L'expédition n'a pas effectué d'inspection interne complète de la coque. Les naufrages de Leyte est la plus grande bataille navale de l'histoire. La bataille du golfe de Leyte, livrée entre le 23 et le 26 octobre 1944, fut la plus grande bataille navale de toute l'histoire en termes de tonnage total de navires engagés. Plus de 200 navires de guerre américains et australiens affrontèrent les dernières forces navales significatives de la marine impériale japonaise, qui déploya environ 70 navires dans un plan d'attaque à plusieurs colonnes d'une complexité extraordinaire. Le résultat fut la destruction quasi-totale de la marine de surface japonaise, avec la perte de 4 porte-avions, 3 cuirassés et 10 croiseurs japonais contre des pertes américaines d'un porte-avions d'escorte, 2 destroyers et une frégate. L'ampleur de la bataille et la dispersion géographique de ses composantes qui s'étendirent de la mer de Sibuyan au nord jusqu'au détroit de Surigao au sud et au cap Engaño au nord-est engendrèrent une quantité de naufrages répartis sur une vaste zone d'eau aux profondeurs très variables. Certains reposent en eau peu profonde et ont été étudiés en détail. D'autres se trouvent à des profondeurs dépassant 3000 mètres et n'ont pas été explorés. Le croiseur japonais Mogami est un cas représentatif des mystères de Leyte. Gravement endommagé lors de la bataille du détroit de Surigao dans la nuit du 24 au 25 octobre, le Mogami tenta de se replier et fut de nouveau attaqué par l'aviation américaine le 25 octobre. Ses coordonnées de naufrage ont fait l'objet de débats, car les registres des pilotes attaquants et les témoignages des navires japonais ayant observé son naufrage final ne coïncident pas exactement. La coque n'a pas été localisée malgré plusieurs recherches. Le porte-avions d'escorte USS Saint-Lô a l'honorable distinction douteuse d'être le premier navire coulé par une attaque kamikaze de l'histoire, le 25 octobre 1944. Le pilote japonais Yukio Seki dirigea son avion Zéro chargé d'explosifs contre le pont du Saint-Lô, dont la détonation dans la soute à munitions fit éclater le navire en quelques minutes. La coque a été localisée ces dernières années à plus de 2000 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique, mais la documentation des expéditions d'exploration n'a pas été entièrement publiée. L'inventaire des naufrages du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale, qui reste non localisé, est, selon la meilleure estimation disponible au milieu de la 3e décennie du XXIe siècle, de plusieurs centaines de navires de taille significative. Le nombre exact dépend des critères de classification utilisés. Si l'on inclut seulement les navires de combat majeurs, le chiffre est plus gérable. S'il est étendu à tous les navires militaires et auxiliaires, il devient difficile à préciser. Parmi les cas qui concentrent le plus l'attention des chercheurs actuels figurent plusieurs croiseurs lourds de la marine impériale ayant participé aux batailles du Pacifique central et sud entre 1942 et 1944, dont les positions de naufrage ne sont connues qu'avec une imprécision de dizaines de kilomètres. Le Furutaka, coulé lors de la bataille du Cap Espérance en octobre 1942, en est un exemple. Le Kinugasa, coulé le lendemain par l'aviation américaine, en est un autre. Leur coque repose dans les eaux profondes des Salomon. Dans une région où les conditions de visibilité sous-marine et la complexité du fond marin rendent les recherches difficiles, les destroyers japonais coulés lors des batailles des Salomon entre 1942 et 1943 représentent une autre catégorie nombreuse de naufrages non localisés. Beaucoup d'entre eux ont été coulés de nuit, en combat, sans qu'aucun survivant n'ait pu fournir par la suite des coordonnées fiables. Les registres américains de ces batailles indiquent des positions approximatives, mais la marge d'erreur de la navigation nocturne en 1942, sans GPS et avec des radars primitifs, était de plusieurs kilomètres. Les sous-marins japonais coulés par les forces anti-sous-marines américaines dans le Pacifique central représente peut-être la catégorie la plus obscure en termes de documentation. La campagne anti-sous-marine américaine fut dévastatrice. La marine impériale perdit plus de 130 sous-marins au cours de la guerre.
Une proportion significative de ces naufrages fut le résultat d'attaques de surface ou aériennes dans des conditions où les Américains ne pouvaient pas confirmer visuellement le résultat. Les charges de profondeur pouvaient endommager un sous-marin sans le couler, et un sous-marin endommagé pouvait sombrer des heures ou des jours plus tard à une position différente. Les registres américains de ces attaques sont plus complets que les japonais, mais la combinaison des deux séries de données laisse encore ouvertes des questions sur des dizaines de cas. Dans des eaux plus profondes et des régions plus éloignées, il existe des navires dont l'existence même n'est pas documentée avec certitude. Les Japonais ont utilisé tout au long de la guerre une variété de petites embarcations, barges de débarquement, vedettes canonnières et transports côtiers qui apparaissent rarement dans les grands inventaires historiques, mais qui représentent ensemble des milliers d'unités. Beaucoup d'entre elles n'ont jamais été enregistrées officiellement comme coulées parce qu'aucun survivant n'a pu le signaler ou parce que le naufrage est survenu lors d'opérations si petites qu'elles n'ont généré aucune documentation formelle. Les progrès dans la cartographie des fonds océaniques sont peut-être l'outil le plus prometteur pour l'avenir des recherches. En 2023, le projet Nippon Foundation et la JBCO ont estimé que seulement 24,9% du fond océanique mondial avait été cartographié avec une résolution suffisante pour identifier des objets de la taille d'un navire de guerre. Le reste, soit plus des 3/4 du fond des océans, incluant de vastes étendues du Pacifique, reste un espace blanc cartographique où des naufrages de toute taille peuvent reposer sans qu'aucun capteur ne les ait encore détectés. Les naufrages du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas seulement des objets de curiosité historique ou d'exploration aventureuse. Ce sont des archives physiques d'une guerre qui a transformé le monde et dans de nombreux cas, ils contiennent des informations qu'aucun document terrestre ne peut fournir. L'état réel des systèmes d'armes au moment du combat, les conditions d'entretien des navires, les schémas de dommages révélant les trajectoires des projectiles et des torpilles, et parfois des preuves physiques d'accidents ou d'incidents que la documentation officielle décrit différemment. L'archéologie sous-marine des naufrages militaires a généré ces dernières décennies des révisions significatives de l'histoire des batailles telle qu'on la connaissait. L'analyse du schéma des impacts sur la coque du cuirassé japonais Fuso, coulé dans le détroit de Surigao en octobre 1944, a révélé que le navire avait été touché par des torpilles de destroyers américains dans une séquence différente de celle décrite par les rapports de combat américains, ce qui suggère que plusieurs des impacts attribués à un destroyer spécifique avaient été causés par un autre. Du point de vue de l'histoire militaire, cette différence est mineure, mais elle illustre comment les coques peuvent contredire la narration officielle. Des cas plus significatifs sont apparus à l'analyse de navires coulés dans des circonstances que la version officielle décrivait comme un simple combat, mais dont les schémas de dommages physiques suggèrent une situation plus complexe. Certains chercheurs ont noté que certaines coques montrent des preuves d'explosions internes avant l'impact externe, ce qui soulève la possibilité de sabotage ou d'accidents dissimulés sous la narration de combat. Ces cas sont controversés, et la plupart des historiens navals les considèrent comme des spéculations basées sur des preuves insuffisantes. Mais la discussion elle-même souligne la valeur des naufrages comme source de preuves primaires indépendantes. Le statut légal des naufrages militaires varie considérablement selon la profondeur, la localisation géographique et la nationalité du navire. Dans les eaux territoriales, les États exercent leur souveraineté sur les coques. En haute mer, la législation internationale est plus complexe. Les navires de guerre conservent en principe la souveraineté de leur pays de pavillon indéfiniment, ce qui signifie que le fond du Pacifique abrite des propriétés souveraines du Japon, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, des Pays-Bas et de plusieurs autres États, dispersés à des milliers de mètres de profondeur, dont certaines n'ont jamais été visitées depuis leur naufrage. Le pillage des naufrages est un problème croissant dans le Pacifique depuis les années 1980. Des entreprises de ferraille, principalement d'origine asiatique, ont extrait illégalement de l'acier de navires coulé en utilisant des dragues et des équipements de découpe sous-marine. L'ampleur de ce pillage a été révélée progressivement par des enquêtes journalistiques et gouvernementales. Plusieurs naufrages de la bataille de la mer de Java, dans les Indes orientales néerlandaises, ont été détruits totalement ou partiellement pour récupérer l'acier. Ces coques n'existent plus en tant qu'archives historiques.
ce qu'elles contenaient, ce que leur schéma de dommage aurait pu révéler sur les circonstances du combat, est définitivement perdu. L'acier des navires, coulé avant les essais nucléaires atmosphériques de 1945, a une valeur scientifique spécifique. Il s'agit d'un acier produit à une époque où l'atmosphère ne contenait pas les isotopes radioactifs que tous les essais nucléaires ultérieurs ont introduits. Cet acier à faible radioactivité de fond trouve des applications dans la fabrication d'instruments de mesure de très haute précision, dans les détecteurs de particules et dans certains équipements médicaux. La demande a créé un incitatif économique pour récupérer de l'acier provenant de naufrages préhistoriques et de la Seconde Guerre mondiale, qui s'ajoutent aux incitations simples de l'industrie de la ferraille, compliquant les efforts de protection. Chaque année, les avancées technologiques et la révision d'archives déclassifiées apportent de nouvelles découvertes et de nouvelles questions à l'inventaire des naufrages du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Des coques perdues pendant des décennies émergent de l'obscurité lorsque les sonars les balayent. Des documents restés scellés pendant un demi-siècle révèlent des coordonnées, des cargaisons et des circonstances que l'histoire officielle n'avait pas consignées. Les histoires de navires que tout le monde considérait comme définitivement perdus se réouvrent avec chaque nouvelle découverte. La profondeur du Pacifique a préservé ces navires d'une manière que le temps à terre n'aurait pas permis. À des milliers de mètres de profondeur, dans des eaux froides et sombres où la corrosion progresse lentement, les coques conservent des détails qui documentent physiquement avec précision les événements d'il y a 80 ans. Les torpilles qui n'ont pas explosé reposent encore dans leurs tubes. Les grenades empilées dans les soutes à munitions sont toujours distinguables. Les instruments de navigation indiquent des caps que personne ne suivra jamais. D'autres naufrages resteront probablement perdus à jamais. Les positions enregistrées dans les archives sont trop imprécises, les zones de recherche sont trop vastes et les ressources disponibles pour financer des expéditions d'exploration sont limitées. Dans certains cas, même si la coque était retrouvée, l'état de détérioration après des décennies de corrosion aurait effacé les preuves pouvant résoudre les questions en suspens. Ce que le fond du Pacifique garde est, en définitive, l'empreinte physique de décisions prises sous une pression difficile à imaginer depuis la distance tranquille de l'histoire écrite. Les navires ont sombré en quelques minutes ou quelques heures après des années de construction, des décennies de service. Les équipages qui les avaient entretenus, qui connaissaient chaque compartiment et chaque système, ont disparu avec eux ou ont survécu pour raconter des versions partielles et incomplètes de ce qui s'était passé. Les archives qui auraient dû préserver le récit ont été détruites, perdues ou classifiées. Et l'océan a tout recouvert de son poids et de son silence. L'histoire navale du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale est écrite en couches. La couche superficielle est celle des livres d'histoire, des mémoires des amiraux et des rapports officiels. Sous cette couche se trouvent les archives, avec leurs contradictions et leurs lacunes. Plus bas se trouvent les témoignages des survivants, fragmentaires et contradictoires par nature. Et au fond, littéralement, se trouvent les navires eux-mêmes, silencieux et sombres, qui sont en fin de compte les seuls témoins parfaitement présents au moment du naufrage et parfaitement incapables de parler.